Bien, donc très rapidement, je vous présente les intervenants de cet après-midi. Nous commencerons avec une présentation de Bénédicte Leclerc, architecte et historienne. Je ne sais pas où elle est, je ne la connais pas. Dont la communication s'intitule Jean-Claude Nicolas Forestier, figure tutélaire de l'école française d'urbanisme ou les leçons de l'héritage alfandien du début du XXe siècle. Mais je crois que c'est déjà affiché. Ensuite, Laurent Audebert, architecte urbaniste, enseignant à l'école d'architecture de Marseille, dont la présentation s'intitule Henri Prost sur les traces d'Alphand, du sol de la ville au territoire métropolitain, 1910-1959. Et ensuite, après la pause, Bernard Landau, Alphand, ingénieur administrateur, rupture et continuité dans l'histoire des services parisiens depuis 1891, qui correspond un petit peu à ce que j'ai annoncé ce matin. Je vous laisse la parole. Oui, pardon, je vous propose le même fonctionnement que ce matin, c'est-à-dire qu'on déroule les trois interventions, vous réservez vos questions et on aura un moment de débat un peu plus important après les trois présentations. Eh bien, comme c'est d'usage, je vais d'abord remercier les personnes qui m'ont invité. Yann Noussom, qui m'a prié instamment, et mon ami Le Dantec aussi, qui soit ici remercié. Et je vais faire comme quelqu'un ce matin, Christophe Giraud, qui ne vous a pas montré de photos. Eh bien, je vais faire la même chose. Je ne vais pas vous montrer de photos parce que ce qu'on m'a demandé, c'est une intervention non pas sur Forestier, mais sur l'héritage alfandien dans le travail de Forestier et comment s'est fondée l'école française d'urbanisme. Donc, je vais vous démontrer comment tout se tient, comment de la période du Second Empire et même avant la période qui a précédé, les liens ont irrigué, innervé et comment ils ont été complètement utilisés en fonction des transformations historiques, des transformations. Il y a eu les guerres, et il y a une autre pensée sur la ville qui émerge. Donc, ce sur quoi je veux insister aussi, c'est que on a parlé de Paris, mais ce qui se passe à Paris est un phénomène qui se construit à l'échelle européenne, qui se construit en Allemagne et en Angleterre, et puis à l'époque de Forestier, les États-Unis vont prendre de plus en plus d'importance. Les États-Unis et les colonies vont jouer un rôle très important dans le basculement d'échelle qui va intervenir. Donc, dans tous ces pays, la France est le dernier. On est très en retard au niveau de l'urbanisme. Le projet de Napoléon est très en retard par rapport à ce qui s'est déjà fait en Allemagne, ce qui s'est déjà fait en Angleterre, ce qui commence à se faire aux États-Unis. Et c'est un système de va-et-vient. Les Américains viennent ici, voient ce qui s'y fait, repartent là-bas. On en a parlé ce matin avec Amstead. Il vient, il fait son tour en Allemagne, en Angleterre, en France. Il ramasse des tas de documents et il retourne aux États-Unis. Et on va voir aussi comment ce qui va émerger aux États-Unis va revenir en France, va être réutilisé ici et va repartir ensuite. Donc, on est dans des systèmes d'échange, des échanges internationaux qui ont été alimentés essentiellement par les expositions universelles. Parce que autour des expositions universelles, il y a un nombre très important de congrès professionnels sur l'hygiène, les médecins, les statisticiens, et donc
Donc tous ces hommes viennent, échangent. Il y a à Paris, il y a une exposition universelle tous les 11 ans. C'est le seul pays d'Europe où il y a des expositions tous les 11 ans. Mais entre-temps, il y en a une autre à Vienne, il y en a une autre il y en a d'autres. Et donc, ces hommes... Paris, la municipalité va envoyer du personnel... se balader en Belgique, aux États-Unis, à Gand, là où il y a d'autres expositions universelles. Donc elle est représentée aussi partout. Donc il faut aussi penser que l'Europe est un laboratoire, un grand laboratoire où les États-Unis vont arriver et prendre aussi beaucoup plus de place. Un grand laboratoire où se testent toutes les possibilités pour de la construction de la ville, de l'agrandissement de la ville, et va se préciser un nouveau champ disciplinaire qui va être l'urbanisme. Et donc, ce savoir est très 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 important dans la façon dont la ville de Paris va aussi l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Parce qu'on a vu très bien, c'était hier dans les exposés précédents, à quel point le savoir professionnel était structurant de la pensée urbaine, de la pensée du travail sur la ville. Donc, de ces échanges va naître à Paris une école d'urbanisme tout à fait spécifique, à un certain moment. Parallèlement, va se développer un autre courant. Elle n'est pas isolée. Pendant ce temps, il y a les SIAM, il y a le Corbusier qui arrive, il y a comme c'est un champ disciplinaire qui est en train de se construire, il y a différents mouvements. Moi, je suis là pour vous parler de l'école française d'urbanisme, de ce qui se passe à Paris, mais sachez que à côté, il y a d'autres courants. Il y a le mouvement des cités beautiful aux États-Unis, il y a le mouvement des cités jardins en Angleterre. Il y a un ensemble de mouvements très intéressants qui vont s'irriguer les uns les autres. Donc, comment naît cette école d'urbanisme française, cette spécificité française? Elle est issue du musée social. Le musée social, c'est une fondation privée qui a été créée pour collecter et rassembler, collecter et surtout conserver tous les documents qui avaient été faits autour des congrès de 1867, l'exposition universelle. Donc, ce sont des mouvements philanthropiques. On a beaucoup parlé du saint-simonisme ce matin, hier aussi. C'est un mouvement très important avec beaucoup de philanthropes, beaucoup de gens qui viennent du privé. Il faut savoir qu'il y a des débats donc, publics parce que les architectes, parce que les ingénieurs des ponts et chaussées, parce que tous les polytechniciens sont infiltrés par ce mouvement. On en a déjà parlé dans un autre exposé. Et à côté, il y a le débat interne à l'intérieur, interne au service de la ville de Paris, qui sont gênés, donc il n'y a pas du tout... On ne peut pas avoir le même débat dans des services, dans une institution, si vous voulez, municipale aussi politiquement engagée que celle de la mairie de Paris, que dans une institution privée. Et donc, le musée social va être le nœud, le pilier de l'école d'urbanisme française, et s'y retrouvent les architectes, les ingénieurs, les hommes politiques, les médecins, les militants de différents mouvements surtout politiques de différentes
formations, si vous voulez, qui sont très, très, très différentes. Et donc, le musée social fait venir des conférenciers de partout, des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, qui viennent apporter leur expérience. Ils en débattent. Et c'est très important parce que c'est eux qui vont, ce sont les hommes politiques qui sont là, qui vont permettre, par exemple, la constitution de la loi Cornudet. La loi Cornudet, c'est la loi de 19 qui va permettre de créer les plans d'extension, d'embellissement et d'extension qui vont permettre la reconstruction de la France et des zones dévastées après la guerre de 14. Et c'est là que l'école française, l'école française va donner son... Ça va être son credo, si vous voulez. Ça va pas durer très longtemps parce que les Siam sont là, et donc c'est là où on va avoir des mouvements très intéressants, mais qui n'auront qu'un temps. Pourquoi ? Parce que c'est difficile. La ville de Paris aussi, il y a des questions politiques, il y a des changements politiques très importants. La loi Cornudet, dans ses textes, ne donne pas tous les moyens pour exproprier, pour reconstruire et tout, pour des questions juridiques. Et même la loi Cornudet qui permet de reconstruire la France n'est pas à la hauteur de ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, depuis 100 ans, on a un code de l'urbanisme, on a un code de la construction et tout. En France, le code de la construction, il faut attendre 1954, alors que depuis 100 ans, on l'a en Allemagne. La construction et l'extension de la ville de Strasbourg, telle qu'on la connaît, c'est fait depuis 1870. Donc je veux dire, la France, encore une fois, est extrêmement en retard et ne se donne pas tous les moyens juridiques pour réussir son projet. Mais c'est quand même un instrument de travail qui va être très important. Le concept aussi très important de l'époque, c'est le glissement qui s'opère entre l'embellissement et l'extension. C'est-à-dire que le plan de Napoléon III, c'est un plan d'embellissement de Paris. L'embellissement, c'est une notion du XVIIIe siècle. Depuis le XVIIIe siècle, il y a le plan des artistes, il y a Jacques-François Blondel, il y a un courant de personnes qui se posent la modernisation de la ville de Paris, que ce soit pour l'eau, pour les quais, Si on a vu plusieurs fois le frontispice des promenades de Paris, regardez le frontispice du cours de Jacques-François Blondel, c'est la même chose. Ils ont repris, c'est pas à l'identique, c'est la même construction, quelques mêmes monuments, et on a rajouté un ou deux parcs. Sur le livre de Alphand. Ceci dit, donc, de l'embellissement, on va glisser à la notion d'extension. Et ça, c'est très important, l'extension, parce que c'est la première fois en France qu'on parle d'extension, alors qu'aux États-Unis ou en Allemagne, on a déjà fait sauter toutes les constructions qui gênaient les extensions, qu'on a déjà travaillé là-dessus et tout. Mais, et c'est là que Forestier est très intéressant, parce qu'il va, comme c'est un polytechnicien, comme il a une vision à long terme de l'état du territoire, de ce qui doit se faire ou pas, il va permettre un pas décisif dans ce travail sur la notion d'extension. Il faut savoir que la décision d'araser les fortifications de Paris, elle est prise depuis longtemps, qu'il y a un ensemble de projets très intéressants, tous très utopiques, sur mettre des jardins, mettre une forêt,
Donc, que faire du terrain récupéré par l'arasement des fortifications? Il y a le terrain des fortifications et puis il y a la zone aedificandi devant les fortifications. Forestier n'est pas du tout le seul à se poser ces questions. Il y a un ensemble d'architectes très importants qui publient beaucoup. Hénard, Josely, Bonnier, Augustin Rey, Prost, Poète, Cellier, Siegfried. C'est un vrai foyer culturel, c'est un foyer de débat. Il y a des articles en permanence, il y a des propositions qui sortent, il y a des débats. Avec plus ou moins de succès, mais ça alimente le débat et ça permet la construction de ce champ, ça spécifie ce champ disciplinaire émergent. Ah non, c'est pas ça. C'est un truc. Bon. Où est la personne qui sait faire marcher cette machine? Tac. Ah, hop, ça y est, ça s'est éteint. Tac. Donc, qui est Forestier? Forestier, c'est un polytechnicien. C'est un ingénieur des eaux et forêts. Il a fait toute sa carrière à Paris. C'est le conservateur des parcs et jardins, au titre officiel. Et c'est quelqu'un qui est confronté tout de suite, comme va l'être Alphand, au problème que pose la ville. C'est ça qui est important, c'est quelle forme de transformation urbaine et quelles sont les réponses à y donner de l'intérieur d'une institution qui est de moins en moins puissante, parce que la ville, à l'époque d'Alphand, une loi a été passée en 1852, en juillet 52, il y a une loi qui place la ville sous la tutelle de l'État. En avril 71, il y a ces changements politiques, il y a eu une guerre, il y a eu une commune et tout. La commune récupère son pouvoir sur les projets urbains. Et donc, il y a une élection d'un conseil municipal, l'élection d'un maire. Donc, c'est une conception tout à fait fondamentale, un changement fondamental. Ça explique aussi pourquoi Alphand a eu, dans la seconde partie de sa vie, beaucoup de difficultés à faire avancer les projets, parce qu'on a parlé de tous les projets qui avaient avancé, mais on n'a absolument pas parlé de tous ceux qui ont été abandonnés aussi en cours de route. Et puis, Alphand est aussi confronté à toutes les destructions qui ont été faites pendant la guerre de 1870, les bombardements de la ville, et après la Commune. Des rues entières ont brûlé, donc on ne l'a pas abordé, mais c'est un vrai problème qu'il va avoir à résoudre à sa manière, tout en essayant de tenir le projet du Second Empire comme ça. Le projet du Second Empire, c'est un projet qui a évolué petit à petit. Delphine Biot a montré le plan qui est derrière le bureau de Napoléon III. Ce plan et beaucoup de documents ont brûlé en mai 71 au moment de la Commune. Et donc, on ne les a plus ici à Paris. Par contre, il en a donné une copie au Kaiser en 67 quand il est venu, parce que en dehors des questions économiques que représentaient ces expositions universelles, c'était aussi la représentation du pouvoir politique. Et Napoléon III avait besoin aussi de justifier, il essayait toujours de légitimer son accession au pouvoir. Et donc, il a remis une copie de ses plans. Kaiser, ils sont à Berlin, ils sont conservés à Berlin. Et hier soir, j'ai regardé encore en me disant, c'est pas vrai, c'est pas possible, il y a un truc que j'ai pas vu. Parce que sur ces plans, il n'y a pas un
jardin. Il n'y a pas un square, il n'y a pas. Le projet original de Napoléon III, c'est un projet de percée. C'est un projet où il faut traverser la ville qui est hyper encombrée, il faut relier les gares. C'est d'abord un projet de voirie, de percée. Il faut faire circuler l'argent. Et à chaque croisement de rue, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de square, il n'y a pas de... Les seuls parcs, jardins qui apparaissent sur le plan de Napoléon III, ce sont les jardins historiques. C'est le Luxembourg, le parc Monceau-Hyé, parce que ce sont des jardins qui sont existants, évidemment, mais qui vont être transformés, qui vont être coupés par certaines avenues. Le jardin du Luxembourg va être... sa forme va être changée, c'est le parc Monceau aussi. Donc ce sont les seuls jardins les jardins historiques existants à l'intérieur de ce tissu urbain qui apparaissent. Et on voit très très bien dans les mémoires de Meruot. Meruot, c'est le secrétaire général de la mairie qui raconte dans un livre qui est très intéressant, que vous pouvez trouver là-haut aussi, l'histoire de ce qui se passe à l'hôtel de ville. Et comment Napoléon III convoque le comte Siméon, c'est la bourgeoisie locale, c'est la bourgeoisie qui veut déjà changer la ville, et comment, avec la commission de Siméon, il va travailler, il les fait travailler, puis il dit c'est très bien, parfait. Alors ils sont tous travaillés sur l'extension de la rue de Rivoli, et puis il récupère les papiers et il fait son propre dessin. Donc Meruot explique et raconte tout ça en détail, et c'est très intéressant de voir comment le pouvoir prend en charge, et que ce projet dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est en fait transformé très petit à très petit, et par étapes. Par Meruot aussi, on apprend que l'idée des squares n'apparaît qu'en 55. Après l'exposition universelle de 55, on se dit et donc les percements, ils sont déjà efficaces depuis un certain nombre d'années. Et en fait, le comte de Persigny donne à Napoléon le moyen d'exproprier les terrains. Et c'est sur les terrains récupérés dans ces percées que l'on va inscrire les squares, les parcs, les jardins, et que va petit à petit se construire ce projet dont on parle. Mais c'est quelque chose de très 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 progressif. C'est ok, tous les polytechniciens sont là, tous les architectes non, c'est surtout les ingénieurs des ponts et chaussées qui sont là. Les architectes sont en seconde zone, et on verra qu'au moment de Forestier, c'est exactement le contraire, parce qu'il y a encore eu un changement à la ville de Paris, et que quand Alphand meurt en décembre 91, l'après-midi même, réunion à l'hôtel de ville, et on casse tout son service et on liquide tout son service. Voilà, et c'est Meruot qui le raconte. Pardon ? L'après-midi même, l'après-midi même, on dissout tout son service, et les parcs et jardins passent à l'architecture. Et c'est le commencement de ce conflit entre la mairie, dans le travail sur l'urbain, entre les architectes et les ingénieurs. Et c'est à ce conflit que va se heurter en permanence Forestier, parce que chaque fois qu'il propose quelque chose, il y a Formigé, à l'époque de Formigé, qui lui casse son projet. Après, ce sera Louis Bonnier. Donc, on va voir comment le projet urbain est confronté à des questions donc politiques, des questions d'hommes, des questions de services, des questions diverses et variées.
Bon, donc le projet des urbains du 19e siècle aussi est aussi très marqué, on n'en a pas parlé, par les dessins issus de l'école des Beaux-Arts, où les projets qui sont sortis, qu'on appelle Beaux-Arts, le jardin est un moyen de contrôle urbain particulièrement important. Donc, et c'est le plus lisible dans l'espace urbain, à côté de la voirie dont il dépend. Parce qu'évidemment, avec l'arrivée des SIAM, le jardin et les espaces libres vont se détacher complètement de la voirie, ils vont pénétrer dans les îlots, il va y avoir un changement fondamental, on abandonne les jardins liés à la voirie. Bon, donc, qui va être la cheville de cette espèce de réflexion nouvelle sur la ville? C'est donc Forestier. Forestier, c'est un sylviculteur, c'est donc un polytechnicien qui va faire les eaux et forêts. L'école est à Nancy. L'école est à Nancy parce que c'est à Nancy qu'il y a les plus grands massifs. Il y a 3 variétés d'arbres très importants en France et les 3 variétés se trouvent dans ce bassin-là. Et c'est pour ça qu'on a installé les écoles. L'école, c'est la seule école française. À l'époque, il y a l'école la plus importante, elle est en Allemagne. Elle est en Allemagne qui a 40. Donc il y a 3 écoles. Vous devez aller soit en Allemagne, soit à Nancy, soit en Angleterre. Et les Anglais qui travaillent dans les colonies envoient l'enseignement est de telle qualité que même les Anglais envoient leurs futurs ingénieurs se former à Nancy avant de partir en Inde pour coloniser, enfin pour gérer la colonisation l'Inde. Et c'est très important parce que c'est un lieu donc de passage où Forestier va être plongé, immergé dans un milieu anglo-saxon. Donc l'Allemagne et l'Angleterre qui sont les tenants de. Il faut se souvenir aussi que la sylviculture en France a été extrêmement importante dans les formes de contrôle du territoire et des développements du territoire depuis Colbert. Les propriétés domaniales, les forêts sont presque toutes fermées, interdites au public, et on a des contraventions très importantes si on pénètre. Et on voit très bien aussi comment dans le dessin urbain, il y a l'influence de ces dessins pour les forêts, pour comment on a créé des axes pour sortir le bois et tout. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces dessins-là, mais c'est très important. Et les ingénieurs donc des eaux et forêts n'ont pas la même importance que les ingénieurs des ponts et chaussées, mais presque, dans la constitution du territoire français. Il faut savoir aussi que depuis Napoléon, pour revenir vers Alphand et truc, on est en train de planter les landes. Pour vous donner un exemple de l'importance des eaux et forêts. Donc Forestier est recruté par Alphand. Il est recruté par Alphand pour venir gérer le bois de Vincennes, donc le bois extérieur de Vincennes, parce que l'ingénieur aussi des eaux et forêts, les conservateurs des bois de Boulogne et de Vincennes sont des sylviculteurs, ce sont des ingénieurs des eaux et forêts. Donc le pote va partir à la retraite et on fait venir Forestier pour prendre sa succession. Donc il va venir,
il va rentrer, donc il va être détaché par son administration, par son corps, à la ville de Paris, et il va y faire toute sa carrière. On parlait hier du temps long de tous les, pas de tous, mais des membres de l'administration qui restent facilement 40 ans. Ce temps long est très important pour comprendre comment certains projets peuvent se développer et échapper à des bouleversements ou politiques. Bon, à la guerre, non, parce qu'il y a eu plusieurs guerres entre-temps, mais comme ils peuvent se développer et prendre en charge certains aménagements urbains. Bon, donc il est appelé d'abord pour Vincennes, donc il va d'abord rester à Vincennes. Vincennes, autant le bois de Boulogne est déjà totalement, et a été construit, est beau, et c'est un projet achevé, même si un projet est toujours, étant donné que le végétal se transforme, c'est un projet en mouvement en permanence. Vincennes, c'est pas du tout la même chose. Vincennes, c'est un territoire avec une terre épouvantable. Vincennes n'est pas excellent, au bois de Boulogne n'est pas excellente, mais Vincennes, c'est épouvantable. C'est l'armée qui y est, il y a plein d'usines et tout. Donc il y a un retard sur les transformations du bois de Vincennes. Et il faut l'ouvrir à la promenade, il faut l'ouvrir aux Parisiens de l'Est parisien. Ils n'y viennent pas. Donc, le bois de Vincennes est bien, de Boulogne est bien terminé, donc on va mettre le paquet sur le bois de Vincennes. Et Forestier va passer ses premières années donc à Vincennes, mettre des pistes cyclables, c'est l'époque du sport, c'est toutes les problématiques de l'hygiénisme qui apparaissent. Donc, et puis donc un jour il va être nommé, il va avoir avançant dans sa carrière administrative, il devient le conservateur du secteur ouest, c'est-à-dire il va devenir le conservateur de tous les parcs et jardins sur l'ensemble du territoire urbain avec le bois de Boulogne. Oui, donc il dirige l'école, le musée forestier. Donc il va s'occuper de tout Paris intramuros. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu des changements administratifs. Le service autonome des parcs et jardins a perdu son autonomie, est passé sous l'architecture. Donc vont naître un ensemble de problèmes très importants. Par exemple, sur le Champ de Mars, où Formigé fait lotir les bords du Champ de Mars, les hôtels. Il fait construire aussi cette espèce de bassin. Des éléments qui ulcèrent Forestier, qui voient à quel point les espaces libres de Paris, les jardins, sont abandonnés, en déshérence et tout. En plus, il n'y a aucune volonté de la ville de Paris de travailler sur les parcs et les jardins. Il y a une loi qui a été édictée pour supprimer l'octroi de Paris en 1901, 2 et 3. Il y a encore un octroi pour entrer dans Paris. Donc, pour vous expliquer à quel point Paris est isolé de la campagne, de son environnement. Donc, pour récupérer l'argent de l'octroi, pour alimenter les caisses de la ville de Paris, la ville de Paris taxe tous les espaces libres. Donc, les propriétaires qui ont des grands jardins, les sœurs, il y a beaucoup de couvents, il y a beaucoup de grandes propriétés en bordure, on en parlait hier de Paris. Donc tous ces gens-là, tous ces propriétaires vendent. Les cours qui étaient assez larges se remplissent, sont vendus pour construire. Il y a une densification du tissu urbain très importante à ce moment-là, voulue
par la ville de Paris. Donc, Forestier n'a aucun écho quand il essaye de protéger les derniers espaces libres encore qu'on peut sauver. L'exemple le plus flagrant, c'est ce qui s'est passé sur le Champ de Mars. Et ce qui va l'ulcérer, c'est la mise en vente de Bagatelle au Bois de Boulogne. Et là, il se dit, non, j'ai avalé toutes les couleuvres possibles et imaginables, là, c'est pas possible. Et en 1905, il y a des élections. Donc, très important, les élections, parce que, en période d'élection, les politiques sont très nerveux. Et donc, il lance une grande campagne médiatique pour sauver Bagatelle. Et dans cette campagne, il aura l'appui de différents journalistes, aussi des professionnels, Hénard et tout. Il va avoir un soutien de toute une partie de l'intelligentsia qui est en train de travailler sur l'extension urbaine. L'extension urbaine, à ce moment-là, il faut comprendre qu'elle ne se fait plus, comme à l'époque de Napoléon III, de l'intérieur vers l'extérieur, mais elle se fait au contraire, Roncaiolo l'a très bien montré dans ses livres, de la banlieue, de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a un renversement complet. Ouais. Et donc, Forestier mène cette grande campagne, et c'est là où il sort son livre « Grande ville et système de parc », qui est son manifeste où il réclame de nouveaux instruments pour penser et projeter la ville. Lui, il la pense déjà à une échelle territoriale, il la pense déjà à l'échelle de 80, dans un rayon de 80 km autour de Paris. Il est pas, après, progressivement, il va encore aller beaucoup plus loin, et il va le penser, la ville de Paris, à l'échelle de l'Île-de-France. Donc, c'est dans ces derniers textes d'urbanisme, on voit très très bien comme cette idée se développe. Donc, pour Grande Ville et système de parc, donc il développe son argument. Les documents qu'il utilise, ce sont les documents d'Olmsted. Pas de Frédéric Loh, pas le père qu'on a vu ce matin. L'agence a été reprise par son fils. En 1902, il y a Paris a reçu Olmsted Junior et une délégation venant des États-Unis. Bon. Et donc, la délégation américaine, et donc Olmsted, a fourni un ensemble de documents graphiques sur les extensions et le système de parc américain qui va nourrir, qui va illustrer le propos de Forestier. Et c'est ce dont on parlait ce matin. 5 minutes encore ? 5 minutes. Et c'est ce dont on parlait ce matin, c'est comment ces documents, qui sont des documents techniques et tout, circulent. Ces documents américains, on va les retrouver au Mexique, parce que Miguel Ángel de Quevedo, qui est l'ingénieur qui est chargé de l'extension de Mexico, va demander à Forestier. Il a fait ses études à Polytechnique, comme beaucoup des membres de l'élite de ces pays en développement, qui envoient leurs enfants se former ici pour retourner dans leur pays et créer les infrastructures qui n'existent pas. Et donc, on va voir que Quevedo, lui, à Mexique, il publie exactement les mêmes documents. Sauf que quand Forestier publie Grande Ville et système de parc, aux États-Unis, le système Olmsted, il est dénoncé, il a beaucoup avancé, et
les nouveaux architectes qui travaillent sur une nouvelle forme de système de parc où les parkways, où l'échelle territoriale, la voiture, les déplacements sont à une autre échelle, c'est un autre pays, sont Charles Elliott, George Kessler, Theodora Kimball. Donc, c'est un système qui est déjà complètement remis en question aux États-Unis. Et en quoi le travail de Forestier s'appuie sur l'expérience alfondienne, c'est qu'il récupère ce système de mise en relation des jardins, mais pas seulement des jardins, de tous les espaces libres. Donc, les entrées de ville, la Seine, toutes les forêts domaniales qui sont autour de Paris, qui sont autour de la cuvette Paris et dans le fond d'une cuvette. Mais donc, comment il récupère tous ces espaces libres? Comment il travaille avec la commission du Vieux Paris pour faire un inventaire de tous les parcs historiques, pour les récupérer et les intégrer dans ces deux nouveaux documents. Et ce qu'il propose, il propose donc un plan qui, comme en Allemagne, se fait en amont. On n'arrive pas après ce qui s'est passé avec Napoléon III. Napoléon III, il était allemand, hein. Il vivait en Allemagne, il faisait ses études en Allemagne, il vivait sur le lac de Constance, mais il parlait allemand. Tout le monde s'est moqué du français de Napoléon III, hein, je veux dire. Et puis il a passé assez de temps en prison pour étudier les textes et étudier la question anglaise par son exil et tout. Donc Forestier, là encore, utilise l'expérience allemande pour imposer un document qui est en amont, qui gèle les territoires, les espaces libres, les espaces repérés et tout, pour pouvoir gérer efficacement l'extension urbaine. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il accompagne ces plans des instruments juridiques qui lui permettent de forcer les propriétaires récalcitrants, donc toutes les lois qu'il utilise de l'époque, qui sont des textes des lois qu'il reprend de l'époque du Second Empire, hein, les lois d'expropriation, et qui permettent aussi, et il met aussi en place un système financier pour pouvoir acheter les parcelles nécessaires en s'appuyant sur le mouvement des City Beautiful, là c'est l'exemple anglais, en installant autour des plus beaux parcs, des plus beaux espaces libres et libérés, des villas plus luxueuses, en installant des personnes qui vont pouvoir payer les taxes, qui vont pouvoir payer des terrains beaucoup plus chers, et cet argent est récupéré pour permettre de construire le port. À Paris, ce sera très 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 difficile. On l'écoutera, mais on mettra. Donc il va partir à l'étranger. Enfin, non, il va pas partir, il va pas s'exiler, il reste là jusqu'en 1927, jusqu'il fait toute sa carrière. Mais les pays, plusieurs les ambassadeurs, c'est surtout par les ambassades, par l'élite des pays étrangers. Les Espagnols ont tous un hôtel particulier ici, un hôtel. Il y a tellement de troubles en Espagne que toute l'aristocratie espagnole a un pied en Espagne et un pied à Bayonne de l'autre côté pour pouvoir en une nuit traverser la frontière. Et ils ont tous un hôtel particulier là. Donc toute sa clientèle, il va avoir une clientèle privée et une élite qui va venir le consulter et lui demander des plans. Et donc, il va développer son savoir-faire à l'étranger énormément. Et la première chose qu'il fait quand il arrive, c'est de créer une école, tout de suite.
créer une école parce qu'il va falloir des personnels pour et des pépinières tout de suite. Au Mexique, on l'a au Mexique, à Barcelone, tout de suite. Donc, ce sont on me demande les traces de l'héritage alfandien. Donc, ce sont des traces bien concrètes de ce travail qui va se. Forestier va pas pouvoir construire, mais il va puisqu'il va travailler à l'étranger, il va former des tas d'architectes français. Parce que Prost, Labattu, Levaux, tous ces architectes qui vont aller ensuite travailler avec lui, dans l'épisode colonial est très important, l'épisode marocain est très important. Lyoté est allé au musée social, Lyoté surveillait allait souvent aux conférences du musée social. C'est lui qui a fait venir Forestier, qui a gelé donc les réserves, qui a fait ses études sur les réserves de terrain à geler. Et il est rentré, il a fait venir Prost. Et chaque fois que dans le courrier, on voit bien qu'il a beaucoup de commandes, privées, il peut pas tout gérer. Donc, chaque fois qu'on lui envoie un truc et qu'il n'arrive pas à gérer, il dit, contactez, à sa secrétaire, est-ce que vous avez contacté Prost? Prost, il vient aussi du musée social. Donc, c'est un réseau d'amis, c'est des réseaux de gens qui se comprennent, qui ont les mêmes idées. Et on va voir que Josely, Prost, un certain nombre d'architectes qui vont aussi aller travailler en Amérique du Sud ou dans les colonies et tout, vont porter ces idées et les aider et diffuser. On va retrouver dans les plans. Tout à l'heure, il y a une conférence qui me suit sur les trucs de... Juste après, voilà, exactement. Donc voilà, donc vous allez voir ce que c'est que l'influence de Forestier dans le projet qui va vous être présenté maintenant. Et donc et ce changement d'échelle qu'on ne peut concevoir que quand on a fait la formation qu'il a fait, ces trucs, c'est une des dimensions qui est très importante dans la conception qu'on a maintenant du Grand Paris, où on se pose des problèmes sur les espaces libres, recoller, reconstruire, retisser le tissu et tout. Et voilà pourquoi Forestier est une figure importante. Et maintenant, vous les montrer sur un projet.